Mon mari s'est aussi vraiment inscrit dans cette démarche As-tu trouvé les mots pour expliquer du coup aux enfants le métissage? à avoir une réflexion par rapport à l'acceptation de la culture de l'autre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis Lydia. C'est qui elle? Je sais pas. Et oui, je suis une inconnue du grand public et je vous propose ce podcast que j'ai nommé Je m'appelle. Quoi? Map comme une lecture, une cartographie, un décryptage de la vie de nos invités. Et elles, ce sont ces femmes qui viendront nous partager leur histoire, leur parcours. Il s'agit d'un espace où chacune d'entre nous, à travers des témoignages inspirants, pourront puiser des leçons de courage, de succès, d'amour, de sacrifice, de résilience, bref, des multiples leçons de vie. Tout de suite, la suite de notre 7e épisode, la deuxième partie avec Rachel. Bonjour Rachel, encore une fois. Bonjour Lydia. Alors, on va continuer ce sujet très intéressant du couple mixte. La première partie consistait un peu à nous raconter ton parcours amoureux, comment tu as rencontré celui qui est aujourd'hui ton conjoint, comment ça s'est passé la vie à deux, la première année de mariage. Du coup, cette deuxième partie, elle va être consacrée à l'arrivée des enfants. Tu es mariée et mère de 2 enfants. Donc, les enfants sont arrivés, tu en as 2. Déjà, pendant la grossesse, est-ce que tu t'es posé la question sur quelle éducation tu souhaitais leur donner et est-ce que vous en avez parlé en couple? Oui, donc la grossesse, c'est vrai que c'est une période vraiment, particulière en tout point, sur tous les points, en tout cas sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, physiologique, enfin psychologique, c'est vraiment le corps qui change, on a la poussée d'hormones et tout ça. Et ouais, ça a été vraiment une période où je me suis posé pas mal des questions, en tout cas par rapport à l'éducation des enfants, par rapport aux valeurs qu'on voudrait transmettre, à ces enfants. Et je me posais des questions par rapport à la relation qu'on pouvait après avoir avec un enfant. Est-ce que cette relation finalement est innée? Enfin, je me posais ce genre de questions et donc pour y répondre, je me suis inspirée de mon vécu, donc de mon enfance. Je me suis inspirée aussi des aînés, donc j'avais des frères et sœurs qui avaient déjà des enfants. Aussi, ça passait par des livres, sur le développement de l'enfant, des émissions. Je suivais des émissions comme les maternelles, tout ça. Mhm. Tout ça, en fait, m'a permis d'avoir un petit peu une idée de ce que moi je voulais, transmettre, aux enfants Mhm. et c'est pour savoir si on en parlait avec mon mari. Oui, je dirais oui et non. Enfin, pour lui, en fait, tant que la situation n'était pas encore arrivée, en fait, pour lui, c'était pas encore du concret, en fait. Je pense que c'est quelqu'un de pragmatique. Voilà, Mhm. Mhm. il m'écoutait et était d'accord avec moi sur les principes, en fait, on va dire. À l'arrivée justement de l'enfant, quand c'est devenu concret, est-ce que des points de divergence sont apparus par rapport à l'éducation que lui souhaitait donner à l'enfant ou que toi tu souhaitais donner? Avant la naissance des enfants, c'est vrai que, voilà, on n'avait pas de point de divergence, donc on Mhm. était, on était plutôt d'accord sur les rituels, sur Principe, ouais. l'éducation, Mhm. sur les principes, voilà. Et voilà, les points de divergence sont arrivés justement, 9 mois après, donc à la naissance de ma fille. Là, je commençais à comprendre qu'en raison de nos cultures qui sont différentes, en fait, je pense que j'avais mes évidences à moi et lui, il avait aussi ses évidences, en fait. Et pour nous, la rencontre avec, la première qui est arrivée, c'était déjà la matérialisation du métissage en quelque sorte. On se retrouve face à un être qui à première vue, en fait, ne nous ressemble pas, au niveau de la couleur de la peau, on va dire, hein, enfin, qui ne Mhm. nous ressemble pas, physiquement. C'est vraiment tout nouveau pour nous. En même temps, on se reconnaît, on se voit dans cet enfant. Je vois une part de moi, il voit une part de lui. Enfin, c'était assez intéressant.
Maintenant, il fallait apprendre à composer avec nos, nos deux cultures, en fait, pour permettre à chaque part de cet enfant, en fait, de s'épanouir. Donc voilà, c'était tout l'enjeu, on sait encore, tout l'enjeu de l'éducation des enfants qui sont issus d'un couple mixte. Après, enfin, des divergences dans la façon de faire, surtout, c'est arrivé dès l'arrivée des enfants. Par exemple, sur le fait d'annoncer la naissance de l'enfant, ça se passe différemment dans ma culture ou comme dans la sienne, dans sa culture, en fait, il y a ce qu'on appelle des faire-part de naissance. Mhm, Donc, ils envoient des cartes postales à tous les membres de la famille pour annoncer justement la naissance de bébé. On met la photo de l'enfant, on met les mensurations, enfin, mhm, et puis on envoie par courrier. Et après, voilà, on reçoit des réponses. Enfin, j'ai reçu plein de cadeaux aussi de la part des membres de la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas exactement comme ça chez moi. Donc chez nous, l'information circule plutôt, on va dire, de bouche à oreille. Maintenant qu'il y a des téléphones, ça se fait sur téléphone. Et puis après, la famille vient à la maison, en fait, pour rencontrer l'enfant. Alors que chez lui, c'est un peu pas dans la même façon de faire, en fait. Donc ça, c'était aussi une évidence pour lui. On n'en a pas forcément parlé. Quand bébé est arrivé, bah, on me parlait de faire part. Je me mhm, donc quelque chose que j'avais pas prévu de faire parce que voilà, je savais pas mhm. qu'il fallait le faire. Et puis après, de mon côté, lui aussi, il a vite compris que voilà, il y a des gens qui pouvaient passer à la maison, pour voir l'enfant. Donc on venait directement à la maison pour, voilà, apporter, voir l'enfant et puis apporter, son cadeau ou un petit présent pour l'enfant. Donc il y a, plusieurs petites choses comme ça qu'on arrive à prendre, et puis après est arrivé le baptême bah, des enfants. Là aussi, voilà, on se rend compte, voilà, des différences culturelles en fonction de comment on organise ce genre d'événements. Le choix des parrains marraines, donc là Mhm. aussi, on essayait d'équilibrer, avoir, bah, des figures qui représentent, sa culture, des figures qui représentent ma culture aussi pour l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des exemples en matière d'éducation, des choses où, du coup, ça, tu t'es dit non, ça passe pas. Ça, je pourrais pas l'appliquer à mes enfants, ou que lui aussi s'est dit non, ça pourrait pas passer parce que, voilà, parce que c'était des choses qui vous tenaient à cœur, qui vous ont été transmises par vos parents de génération en génération. Est-ce qu'il y a eu, voilà, des exemples comme ça? Comme je disais, je crois à l'émission précédente, Mhm, quand on est, dans un couple, mixte, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à chaque fois à ne pas chercher à imposer à l'autre mhm. ce qu'on pense être, La vérité, voilà, ou la ça, vérité ou sa sa vérité. vérité. Finalement, tout est relatif, en fait, et ça, on arrive à composer avec, au quotidien. Donc à la maison, enfin la gestion vraiment du foyer au quotidien quand les enfants sont là, c'est normal que chaque personne veuille transmettre en fait sa culture à l'enfant, mais il se trouve que l'enfant en question n'est pas simplement mon enfant ou Mhm, encore n'est pas simplement l'enfant de mon conjoint, c'est mhm, notre mhm, enfant. mhm, Et donc on veut transmettre ce qu'on a reçu, nous. Donc voilà, au début, je pensais que lui voulait plutôt «imposer» entre guillemets sa culture. Après ça se fait peut-être de manière inconsciente. Je me rendais compte finalement que les enfants parlaient français, donc la langue, bah, les chansons, les jeux, les jouets, enfin la nourriture, les mhm, lieux. mhm, L'histoire, la composition de la famille, enfin toutes ces choses qui étaient vraiment issues de sa culture, mhm, et je me rendais compte aussi à un moment que
que moi je faisais pas mal d'efforts finalement pour, arriver à comprendre sa culture, arriver à l'accepter, arriver à peut-être de par mon métier aussi, Mhm. arriver à comprendre ces choses, arriver à transmettre en tout cas cette culture, française aux enfants. Mhm. Et je remarquais en fait que lui, il pouvait connaître ma culture, il pouvait connaître quelques aspects de la culture, congolaise, on va dire, Mhm. mais il n'arrivait pas à transmettre cette culture à nos enfants. Donc ça, c'était, quelque chose qui pouvait frustrer un petit peu et heu et par la suite, en fait, quand les enfants ont commencé à parler, vers, on va dire, 2-3 ans à peu Mhm. près. Là, je commençais à remarquer, un changement de discours, en fait, de la bouche des enfants, en fait, qui niait un petit peu leur part, on va dire, leur part africaine en eux, qui disaient avec leur langage d'enfant, finalement, «Je suis comme papa, je ne ressemble pas trop aux personnes qui ont la même couleur de peau que toi, Mhm. qu'en Afrique, on manque ceci, on manque cela. Ah, c'est bizarre, leur langue, on ne comprend pas. Enfin, c'est des petites, remarques comme ça qui peuvent arriver à un moment donné Mhm. et ce sont en fait ces petits discours, on va dire innocents finalement d'enfants qui m'ont interpellée en fait et ça a été, voilà ce point de départ d'une quête, on va dire personnelle. J'ai essayé de revenir sur moi-même pour, essayer de réapprendre ce que j'étais finalement, pour réapprendre, sur l'histoire de mon pays, par exemple, les points marquants de la culture, repenser à tout ce à quoi je pensais quand j'étais enceinte, ce que je voulais transmettre à mes enfants. Donc voilà, il y a à un moment donné toutes ces choses qui sont arrivées et qui m'ont permis, voilà, de commencer à réfléchir à comment transmettre aussi une part de moi, aux enfants, en fait Mhm. et que voilà, qu'ils arrivent à en être fiers finalement à être, voilà, à être fiers d'avoir 2 cultures finalement, comprendre que c'est une richesse pour eux et pas le contraire. Et comment as-tu trouvé les mots pour expliquer du coup aux enfants le métissage? Parce que sûrement ils se trouvaient quand même différents aussi de certains peut-être camarades de classe, ou déjà ils voyaient la différence de couleur entre papa et maman. Comment tu leur as fait comprendre? Les enfants ne se posaient pas enfin, on va dire de façon explicite ou encore de façon vraiment express, la question sur le métissage. De toute façon, Mhm. ils vivent ça au quotidien. Ils pensaient peut-être à un moment donné pouvoir en choisir, une et heu et forcément la culture du milieu l'emportait, hein, enfin parce que les enfants vivent ici donc voilà, ça pouvait l'emporter sur, ce qu'ils étaient aussi, sur l'autre part de culture qui était en eux finalement. Je pouvais lire la frustration en fait sur leur visage du fait de ne pas trop savoir, l'autre part de soi en fait, de comprendre finalement voilà, les différences qu'ils portent en eux. Donc le métissage, enfin, pour eux, c'est vraiment un tout. Je partais du principe que pour aimer et arriver vraiment à chérir ce qu'on est, il faut savoir qui on est, en fait. J'ai commencé à leur parler, d'abord de moi, en fait. J'ai commencé à leur parler de moi tout simplement, enfin, trouver les mots. Je leur parlais, de ma famille. J'ai commencé à leur parler de qui était mon père, de qui était ma mère, de mes frères, de la famille nombreuse dont je fais partie, des jeux de mon enfance ce qui a beaucoup aidé aussi pour eux de comprendre, finalement la beauté du métissage. C'est beaucoup Mhm. passé quand ils étaient petits par, le coloriage, par la peinture, jouer avec les couleurs. Découvrir que toutes les couleurs sont belles finalement jouer à mélanger les couleurs pour obtenir des nouvelles couleurs en fait, mais comprendre aussi que ces nouvelles couleurs gardent quand même une part
enfin, gardent, on va dire, leurs propriétés d'origine, en fait, aussi. Je mélange, je sais pas, du noir et du blanc, j'obtiens du gris, mais dans le gris, il y a quand même un petit peu de blanc, il y a quand même un petit peu de noir. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est passé par le jeu, c'est passé par des activités comme ça, du quotidien. Donc ça, c'était quand ils étaient plus petits, donc 3 ans, 4 ans, et ensuite j'ai initié en fait des voyages et nous avons rendu visite à mes frères, à mes sœurs pour que voilà, qu'ils arrivent maintenant à mettre un visage sur, chaque membre de ma famille et Mhm. enfin finalement de leur famille aussi. Mhm. On a été voir, chacun de membres de ma famille. Ils ont rencontré, des cousins, des cousines, et ce qui est marrant, c'est que voilà, ces cousins, ces cousines, enfin, ils sont congolais, il y a des cousins qui sont belges, il y a des cousins qui sont italiens, il y a des cousins, enfin, il y a du il y a Multiculturel, quoi. oui, c'est vraiment multiculturel dans ma famille, et donc voilà, ils ont commencé à voir, enfin, à découvrir aussi, l'autre, en fait, découvrir, cette part d'eux-mêmes aussi qui se retrouve, peut-être ailleurs. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à apprendre aussi les codes sociaux, en fait, les codes, culturels de chez moi. Par exemple, le fait qu'on n'appelle pas un aîné par son prénom, par exemple. De dire tonton untel, tata untel, de dire maman, untel, ce qui est complètement, différent de la culture, d'ici, en fait, de la culture, en France. Après, c'est vrai qu'en France, on dit tonton, tata aussi, mais quand on dit, tonton, c'est vraiment, son oncle, le frère de son père ou de sa mère. Alors que nous, ça peut être, voilà, quelqu'un de la famille éloignée, mais voilà, c'est quand même, tonton, c'est quand même maman, ainsi de suite. Et là, enfin, ils l'ont vraiment bien intégré aujourd'hui. Quand on se retrouve dans le milieu, congolais, ils disent, tonton et tel avec une facilité, ils disent maman un tel, et quand on arrive, dans le milieu, français, ils savent aussi que là, je peux me permettre de dire, directement le prénom, ça ne choque personne, ça ne dérange personne. En fait, ils arrivent maintenant à comprendre ces petits détails, Mhm. et puis, c'est passé aussi par, de la lecture. Enfin, je leur lisais des contes africains aussi, en expliquant à chaque fois, la morale qu'il y a derrière. Et mais bon, après, à côté des contes africains, il lisait aussi pas mal des contes traditionnels de France. Donc voilà, hem, les contes de Grimm, les contes de Perrault, tout ça, ils savent. Mhm. Ils ont appris à lire maintenant, et voilà, ils lisent avec plaisir maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que, quand j'ai initié, tout ce que je viens de dire là, tout ce que j'ai mis en place, mon mari s'est aussi vraiment inscrit dans cette démarche, et c'est ce qui aide en fait, enfin, qui les aide à trouver finalement, l'équilibre, et voilà, aujourd'hui, ils sont ravis de lire les aventures de Tintin, par exemple, quand ils parlent de Tintin au Congo. Après, ils comprennent aussi quelques subtilités maintenant, de savoir, par exemple, qu'au Congo, tout le monde ne vit pas, dans des cases traditionnelles, par exemple. Ça, c'est grâce à notre séjour qu'on a passé, au Congo. Donc voilà, ils arrivent à trouver, comme ça, une sorte, d'équilibre maintenant. Donc voilà, expliquer le métissage, ça a été un processus, je dirais, vraiment intentionnel de ma part. Après, il reste, beaucoup encore à apprendre, mais voilà, je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. À un moment donné, tu as parlé de la recherche de savoir qui tu étais vraiment, savoir pour pouvoir justement le transmettre.
En 2019, tu as initié un voyage au Congo, justement, principalement à Goma. D'où est venue cette idée et comment s'est déroulé ce séjour? Nous avons, effectivement Mhm. passé une année scolaire à Goma. J'avais toujours intention un jour de faire un voyage pour, faire découvrir aux enfants, le Congo. Et bah, ce projet est arrivé, je dirais, au bon moment. J'ai appris, voilà, qu'il y avait, une école qui recherchait un professeur et voilà, j'ai postulé et j'ai été retenue et voilà comment les choses, se sont passées. Ça allait vraiment concrétiser tout ce que j'essayais de mettre en place avec les enfants. Quand je leur parlais, des origines, je leur parlais du Congo, ils ont lu des bandes dessinées, dessus et le projet est arrivé. J'étais, très enthousiaste, en tout cas à l'idée de d'y aller, enfin d'y retourner. Pour moi aussi, c'était quand même, enfin, c'était quand même quelque chose de retourner, au pays après tant d'années passées, à l'étranger et ce qui est intéressant, c'est que mon mari a tout de suite compris et m'a soutenue dans ce projet et ça correspondait à un moment où lui, il était en train de faire une, reconversion, en fait, professionnelle. Donc c'était vraiment un moment, un bon moment en tout cas, que ce soit pour lui, pour moi ou même pour les enfants. Ils avaient 5 et 7 ans, donc c'est vraiment un âge où les enfants sont très ouverts en fait. Ils sont émerveillés par ce qui se passe autour. Ils ont vraiment cette soif d'apprendre, ils posent des questions et même au niveau de l'école, ils étaient pas très attachés encore aux amis, aux copains, aux copines. C'était pas très compliqué de les changer finalement d'établissement à cette époque-là. En plus, ils n'avaient pas d'a priori sur le Congo. Ils étaient contents, d'y aller en fait et voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à Goma pour passer au moins une année scolaire. Une fois sur place, donc voilà, ils ont découvert pas mal de choses. Ils étaient surtout, impressionnés ou enfin émerveillés en tout cas par les paysages parce qu'en fait la ville de Goma est située au pied du volcan Nyiragongo et c'était la première fois pour eux en tout cas de voir de si près, en fait, cette grande montagne, enfin, on avait l'impression de voir, de la fumée, en fait, sur le cratère. C'est quelque chose d'impressionnant à voir et puis il y avait le lac Kivu, enfin, qui leur paraissait vraiment immense comparé à ce qu'ils avaient connu des lacs ici, en Europe. Ils ont voilà, ils ont découvert, la façon de vivre aussi, aussi sur place. Ils avaient pas mal de questions à cette époque-là et voilà, des questions qui me permettaient d'expliquer les choses. Quand mon fils, par exemple, me demande, «Ah, en fait, maman, ici, tout le monde a une ferme». Parce qu'en fait, il voyait, qu'il y avait enfin, des gens qui pouvaient avoir, chez eux des poules, des coqs, des chèvres, des moutons, ainsi de suite. Ils étaient plutôt impressionnés, intéressés. Ils étaient contents, en fait, de découvrir ces nouvelles choses, en fait. Ils ont découvert, comment jouaient d'autres enfants, là-bas. Ils ont découvert d'autres jeux et donc ça correspondait enfin, c'était des jeux, de mon enfance, donc j'expliquais, je jouais avec. Ils ont découvert aussi qu'il ne neigeait pas, par exemple, à Noël. Bon, là, ils étaient quand même un peu déçus parce que, voilà, pour que le Père Noël arrive, pour eux, c'était, un indicateur, en fait, de savoir que, voilà, il y a le froid, c'est enfin, c'est comprendre vraiment que d'un milieu à un autre, on peut avoir, un environnement qui peut changer et la façon de faire peut être aussi, différentes et donc voilà, ils ont découvert qu'on pouvait habiter, un appartement plus ou moins enfin avec, plus ou moins le même confort qu'on avait ici et puis voilà, ils ont aussi découvert enfin le décalage aussi qu'il peut y avoir entre ce qui était entre guillemets «dans l'opulence» et la misère en fait. Ça, ils posaient des questions par rapport à par exemple aux enfants
qu'on rencontrait dans la rue, bah, comment ça se fait que ces enfants n'ont pas de maison? Donc tout ça, c'était des questions après pour moi, il fallait trouver des mots justes pour expliquer les réalités, qu'on pouvait avoir sur place et il se posait des questions aussi même par rapport à la couleur de peau finalement. Il me demandait: «Bah, pourquoi il y a il y a plus de gens de ta couleur de peau ici que voilà, qu'en France. Donc il fallait comprendre qu'en fonction de là où on se trouve, on a des personnes qui ont plutôt, la couleur de peau, comme, ici ou des personnes noires ou blancs ou bleus, je sais pas. Quel a été le ressenti de ton mari? Est-ce que ce séjour à Goma pendant 1 an, parce que tu nous l'as déjà dit dans la première partie que c'est quelqu'un qui connaissait déjà le Congo, il avait déjà été au Congo avant de te connaître, il y a bien longtemps. Donc là, c'était la première fois qu'il y retournait avec une femme congolaise, avec des enfants ben, à moitié congolais, à moitié français. Quelles ont été ses impressions? Qu'est-ce qu'il en a retenu? Est-ce que tu penses que ça a pu l'aider à mieux cerner ta culture? Voilà. Je pense que cette expérience lui a permis en tout cas de découvrir la diversité de la culture congolaise, en fait. Parce qu'il connaissait Kinshasa, je pense il y avait beaucoup de raccourcis, en fait, de dire que parce qu'à Kinshasa, on fait les choses de cette manière, ça veut dire qu'au Congo, c'est ça se fait de telle manière. En fait, je pense qu'il a beaucoup appris, en tout cas, sur, cette diversité qui peut exister, au Congo, bah, même en France, hein. Enfin, quand on est au nord de la France, enfin, on est vers Lille, et une personne qui est à Marseille, il y a quand même des différences dans la façon de percevoir les choses et donc voilà, c'est ce qu'il a pu constater aussi au Congo. Donc je disais qu'on était complètement à l'est du pays, donc il a découvert, bah, qu'est-ce que c'était pas la même, langue. On parle swahili, à Goma. Les enfants d'ailleurs ont appris quelques mots de swahili, donc ça, c'était intéressant d'apprendre sur, voilà, sur cette partie-là et il a, par exemple, compris aussi que, voilà, le climat il disait en général que, voilà, au Congo, il fait trop chaud, il fait chaud, mais on se rend compte que, voilà, sur cette partie du Congo, il fait pas aussi chaud que ça. En fait, c'est comme, le printemps, en fait, ici et on a cette saison-là pendant, 9 mois de l'année, donc c'est plutôt le climat de montagne, de ces côtés-là et il a découvert la nourriture de cette partie du Congo. Il a découvert qu'on pouvait avoir du fromage aussi au Congo, donc voilà, il y a un savoir-faire par rapport au fromage que moi je découvrais aussi, hein, une partie de ma culture, donc c'était aussi intéressant pour moi. Voilà, les boissons locales, ça l'intéressait, beaucoup. Enfin, ce sont vraiment ces petites choses qu'il a dû, apprendre et puis plus généralement, c'est, le fait de se mettre un petit peu dans la peau d'une personne immigrée aussi, donc de comprendre un petit peu, la complexité qu'il peut y avoir dans le fait d'être étranger dans un pays. Il a beaucoup appris, il a vu aussi ce qui ne fonctionnait pas forcément parce que voilà, il a des repères de de Français, on va dire, ce qui est normal et qu'il essayait, voilà, à chaque fois de voir un petit peu, ce qui fonctionnait à son sens, ce qui ne fonctionnait pas et voilà donc c'était une expérience qui nous a mûris un petit peu et qui nous a fait, grandir et ça nous a aussi, rapprochés donc je pense que ces impressions sont, en général, bonnes. Et toi, du coup, qu'est-ce que ce voyage, ce séjour d'1 an t'a apporté? Ça m'a apporté, on va dire de l'équilibre, de savoir vraiment finalement qui j'étais, d'en être fière et d'avoir la possibilité de transmettre cette part de moi aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, Goma. Projettes-tu d'y vivre un jour? Peut-être pas à Goma, mais je parle du Congo en général, ou même d'y retourner de temps en temps.
avec ta famille ou seule? D'y vivre, parce que là, je suis en couple maintenant, décider d'aller vivre, à un endroit, voilà, c'est une décision qui doit se prendre, en couple. Donc voilà, moi j'y serai favorable. Maintenant il faudra voir que ça convienne aussi, aux enfants, ça convienne à mon mari et donc voilà, moi ce serait avec plaisir d'y retourner en tout cas de temps en temps, même avec les enfants. Ça fait, 3 ans, je pense qu'on est rentrés et les enfants en parlent encore aujourd'hui, donc ils ont gardé quand même un bon souvenir et je pense que le fait d'y retourner pour eux aussi, ce serait pas mal, hein, ce serait intéressant. Je t'ai pas posé la question, mais depuis combien de temps êtes-vous mariés? Ça va faire, 10 ans maintenant. On est ensemble 10 ans. depuis 12 ans Ouais, et voilà, on est mariés euh, depuis 10 ans. 10 ans. Et comment essayez-vous de trouver, de tenir cet équilibre aujourd'hui? Je le disais vraiment au départ, ce sont des valeurs qui font que cet équilibre puisse être maintenu. Essayer à chaque fois de discuter, de parler, de dialoguer, ça permet de maintenir cet équilibre. Essayer de ne pas s'oublier en fait, de laisser exprimer en fait qui on est et d'accueillir aussi qui est l'autre finalement. C'est toujours, la recherche de l'équilibre, au quotidien en fait et en parlant de cet équilibre, moi j'ai toujours, l'image en fait, bah, d'un couple mixte en fait, comme si on avait des couverts en fait à table et qu'il y avait une fourchette, il y avait, une cuillère et on essayait de prendre un même repas. Donc on va essayer d'appareiller un petit peu ces couverts pour que ça serve, pour un même repas. Donc s'il faut mettre la même couleur, on essaye de mettre de la même couleur. Mais après la fonction, elle, reste, voilà différente. Donc chacun porte en lui en fait à ce qu'il est et on essaye en fait d'arriver à s'harmoniser pour avancer tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ça l'image de l'équilibre. Chacun a sa part, enfin quelque chose à apporter et on essaye d'harmoniser, pour que ça convienne à l'un comme à l'autre. Mais tu réponds à ma dernière question finalement. J'allais te Ouais. demander quel conseil donnerais-tu à des personnes qui sont en couple mixte et qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre dans la relation avec l'autre. Mais je pense que tu as déjà répondu en fait. Quand tu parles de Oui, communication, de dialogue, à moins que tu aies autre chose à ajouter. non, mais je pense vraiment que la base ce serait ça finalement, d'être, capable de retrouver d'abord, enfin, les valeurs qui unissent en fait les 2 personnes qui font partie du couple et puis après, le respect qui fait en sorte que je puisse être capable de comprendre que l'autre est différent, de laisser s'exprimer, cette part de différence de l'autre, d'arriver à accueillir tout ça. Donc voilà, c'est peut-être ça, l'enjeu finalement des couples mixtes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup et quand je regarde en arrière quand même, toutes ces années, passées, je vois, qu'on grandit, qu'on arrive à mûrir en fait et même la vision du monde qui nous entoure finalement est différent en fait. Merci beaucoup Rachel pour nous avoir permis d'écouter cette histoire, en fait ton histoire, ton expérience, d'avoir ouvert la porte à ton vécu par rapport à ton couple. Merci, merci vraiment. Merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast Je m'appelle, présenté par Lydia. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour ne rien rater de la suite. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de notre invité en description juste en bas. Je vous dis au prochain épisode.